Plancher, qui est le premier conférencier, lui a très vite est parti dans le conseil. Il a toujours travaillé dans l'industrie et il est aujourd'hui directeur exécutif d'Accenture Stratégie. Accenture, c'est vraiment probablement le leader, la société leader en matière d'accompagnement des entreprises dans des opérations de ce type-là. C'est une entreprise qui est capable d'accompagner de la stratégie jusqu'à la mise en place je dirais, des infrastructures et puis de tout ce qui va bien pour faire fonctionner ces nouveaux systèmes. Alors, Max est l'auteur de deux livres, l'un sur l'évolution de l'industrie et un plus récent sur l'industrie 4.0 que je vous recommande à lecture. Voilà, alors lui, il va vous parler en tant que consultant stratégique d'une vision planétaire de ce sujet. Bon, il va vous brosser un petit peu ce paysage-là, voir comment l'industrie 4.0 ça s'implante dans les stratégies industrielles des acteurs économiques, mais aussi il vous parlera des difficultés et puis aussi des opportunités qu'offre l'industrie 4.0 pour des pays comme le Maroc, voire les pays africains ou les pays émergents. Voilà, donc c'est pour Max qui va intervenir en premier. Alors, Abdelatif Kander, c'est aussi un centralien, bon, alors lui, tout de suite, ça a été le virus de l'entrepreneuriat. Il a fait partie d'une aventure que les plus anciens d'entre nous connaissent, c'est l'aventure Business Object avec Bernard Luto. Bon, ça a été un des précurseurs du Business Intelligence. C'est une entreprise qui s'est développée de manière fulgurante, une entreprise qui exploitait les données pour avoir plus d'intelligence marketing de son marché. Voilà. Cette entreprise s'est développée très vite, elle est rentrée au Nasdaq et en 2007 a été vendue à SAP pour la modique somme de, si je ne me trompe pas, 700 millions de dollars. Voilà, donc les actifs, il n'y a pas de problème de retraite. Plus que ça, bon, d'accord, mais voilà, ok. Bon, en fait, c'est pas le sujet. Bien, alors, aujourd'hui, Abdelatif, qui a toujours le virus de l'entrepreneuriat, a recréé, il est patron d'une entreprise de Forpass qui fournit des plateformes analytiques, toujours dans cet esprit d'exploiter les données au profit de l'entreprise. Et il va vous parler justement de la manière dont on peut exploiter toutes ces données que produisent les systèmes. Qu'est-ce qu'on a à disposition aujourd'hui pour devenir plus intelligent de son business? C'est bien ça? Parfait. Donc, je vais passer la parole à Max pour une demi-heure environ de présentation. Très bien, bonjour à tous. Donc, merci Serge pour cette introduction. Donc, je suis ravi d'être avec vous à Casa aujourd'hui. Donc, j'ai été hébergé par Serge hier soir, donc dans sa maison, c'est un grand plaisir. Et voilà, donc pour partager un petit peu les grandes tendances de ce qui se passe sur ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Alors, je commencerai par une slide que vous probablement avez déjà vue, puisqu'elle a été, je crois, bien montrée par Jean-Claude tout à l'heure, sur voilà, cette nouvelle marque de l'industrie 4.0 qui nous amène à la quatrième révolution industrielle. Alors, certains diraient que est-ce une révolution ou une évolution? Effectivement, c'est une bonne question. On pense que c'est plutôt une révolution dans le sens où, eh bien, à l'instar de la première révolution qui avait combiné plusieurs ruptures technologiques à l'époque, l'électricité, la télétransmission et le moteur également, se sont combinés pour créer l'industrie qu'on connaît. Et bien là, on a effectivement trois grandes ruptures technologiques, l'une autour du data et de l'intelligence, l'autre autour de la connectivité, et puis le troisième autour de l'automatisation avancée. Et ces trois ruptures technologiques font le socle d'une révolution plutôt que d'une évolution. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est de se dire, finalement, cette page-là a été faite un petit peu rétrospectivement, dès lors qu'on a inventé le mot industrie 4.0. Alors comment ce concept est-il arrivé? Eh bien, ça a commencé en fait en Allemagne. C'était donc en 2010-2011. Et rappelez-vous, en 2010-2011, on venait juste de sortir de la crise de 2009. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à cette époque-là, la production allemande avait fait une chute très significative. Ce PLB avait chuté de 3-4 points parce que les exportations allemandes avaient été fortement pénalisées par la crise.
Mais heureusement, après, les Allemands, très forts, ils ont fait un cycle en V, ils ont descendu en termes de PIB, après ils ont remonté très rapidement. Je peux vous dire que dans la descente, ils se sont fait très peur et ils ont pris conscience à ce moment-là qu'avoir un outil moderne de production, plus flexible, augmenter donc la compétitivité de leur industrie et la flexibilité était primordiale pour l'Allemagne pour résister à d'autres crises qui pourraient se passer. Et donc à ce moment-là, il y avait pas mal de groupes de travail qui travaillaient déjà sur le machine-to-machine, l'interconnectivité, etc. Et ils ont regroupé ces groupes-là ensemble en une espèce de plateforme et ils ont collé un nom, Industrie für das Tool, à la demande, Industrie IE d'ailleurs, et c'est important parce que ce Industrie für das Tool, c'est génial, ça a été mis à Hanovre, lors de la foire de Hanovre, et c'est avec Angela Merkel qui a aussi introduit ce nom-là, et à partir de là, ça s'est propagé dans le monde et ça a fait une marque mondiale. Donc en fait, l'industrie IE 4.0, il faut le prendre comme étant une marque mondiale qui a énormément résonné dans l'ensemble des pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ça, là vous avez ici, en fait, toutes les différentes nations et les plateformes donc, liées à l'industrie 4.0 qui ont été mises en œuvre. Comme je l'ai dit, donc, en Allemagne, ça a commencé par créer cette plateforme Industrie 4.0 qui a fusionné, vous voyez, trois grandes associations de filières, l'une sur les machines, l'autre sur l'informatique industrielle, et la troisième sur les équipements. Parce que, évidemment, comme dans tous les pays, la France aussi c'était le même cas, ces organisations étaient très siloisées par filière, et donc ça, impossible pour pouvoir avoir l'industrie et l'interconnectivité. Voilà, donc ils ont fusionné en l'occurrence, Bitkom, BDMA et SPY. Donc la plateforme Industrie 4.0 allemande regroupe ces trois représentations. Et au-delà de ça, ils ont rajouté également le volet social en incluant le plus grand syndicat allemand, IG Metall, à faire participer à cette plateforme pour traiter aussi des questions de compétences et d'évolution. Et c'est ainsi que cette plateforme 4.0 est née et a démarré. Et à partir de là, eh bien, l'ensemble des pays, des grandes nations industrielles ont lancé également des programmes pour la transformation de leur industrie. Que ce soit aux États-Unis avec le programme Advanced Manufacturing Partnership, que ce soit en Angleterre avec le Catapult Center, que ce soit en Italie également, un programme sur Intelligent Factories, également donc, en France avec l'Alliance pour l'industrie du futur qui a aussi été créée en 2014-2015, et également même au Japon où comment ça s'y met. Et en fait, donc, ce qui quand même interpelle, c'est que comment et pourquoi à ce moment-là, pourquoi ça s'est propagé, pourquoi est-ce que toutes les grandes nations industrielles se lancent en fait dans cette course à l'industrie 4.0 qui devient maintenant une course mondiale. Eh bien, chacun des pays qui sont ici ont des enjeux particuliers dans cette industrie du futur. Pour l'Allemagne, comme je disais tout à l'heure, il y a un premier enjeu qui est un enjeu défensif et un deuxième enjeu offensif. Défensif parce que l'Allemagne, avec ses 6 millions d'emplois dans l'industrie, avec 25% de son économie qui est liée à l'industrie, se doit d'être évidemment de conserver leur compétitivité par rapport à. Donc l'industrie 4.0 est vue comme étant un levier pour améliorer la compétitivité de l'industrie allemande. Mais c'est pas tout. Deuxièmement, l'industrie 4.0 est vue comme le levier pour exporter des solutions et d'inventer l'industrie 4.0. Et l'Allemagne en a fait même une cause nationale, en fait, de suprématie nationale dans cette industrie 4.0, notamment pour rivaliser avec les États-Unis et les GAFA, où on a perdu un peu la bataille en Europe sur les acteurs pure play du numérique. Eh bien, l'industrie 4.0 apporte une réponse par rapport à ça. Donc ça, c'est l'enjeu. Également, quand vous prenez par exemple la Chine, qui a fait aussi un plan de Made in China 2025, la Chine a des enjeux aussi très importants dans le domaine de l'industrie 4.0 parce qu'il souffre aujourd'hui d'un problème de compétitivité important. On voit des délocalisations d'usines qui partent de Chine pour aller au Vietnam. Les coûts de l'énergie, des terrains, des employés ont fortement augmenté. Et ils se retrouvent dans un dilemme où le modèle low cost aussi est en train de se terminer. Et donc de ce fait, ils se retrouvent dans un dilemme de compétitivité. Ils doivent aller vers ce type de nouveaux enjeux. Pour un pays comme la France, qui s'est fortement désindustrialisé au cours des 15 dernières années, on a perdu 700 000 emplois en France dans l'industrie tous les 10 ans. Et donc il y a l'occasion par l'industrie du futur de refaire un retour dans l'industrie et de relocaliser de la production, etc. Et il en va de même aussi pour le Japon. Le Japon est un autre pays aussi qui a été très fortement robotisé. Il faut savoir que l'industrie japonaise, par exemple, a chuté de 40% en l'espace de 15 ans. Donc, on a une valeur ajoutée. Et donc, c'est une forte baisse. Et donc, du coup, l'industrie aussi du futur va permettre également de répondre à leurs enjeux propres de compétitivité au niveau du Japon et aussi d'attirer les jeunes
il y a une sorte de désertion en fait, de l'industrie japonaise par la jeunesse et de poursuivre leur automatisation. Et donc vous voyez, en fait, chacun des pays industriels en fait, voit dans cette industrie du futur des leviers pour permettre de s'adapter. Alors effectivement, après, on parlait de la Chine et on pourrait mettre aussi d'autres pays, donc le cas des pays émergents. C'est également un enjeu très important parce que ce qu'on va voir, c'est que avec cette nouvelle industrie, eh bien, on va produire davantage proche du consommateur, c'est-à-dire on va produire avec des modèles plus agiles, qui consomment moins de capital engagé et qui donc vont permettre d'avoir une production plus locale, avec une demande plus proche des clients. Et donc du coup, le modèle du low-cost manufacturing est un modèle qui est un modèle de la troisième révolution industrielle et qui arrive à une butée aujourd'hui. Et donc ce modèle, en fait, de low-cost manufacturing, de délocalisation, n'a plus vraiment d'avenir dans cette nouvelle industrie. Et donc il est important pour ça, c'est une menace entre guillemets pour certains pays qui sont spécialisés dans cette problématique de low-cost manufacturing, qui n'est pas une bonne réponse stratégique à terme. En revanche, le modèle de grande flexibilité qu'apporte l'industrie 4.0 eh bien, est très adapté finalement à des pays émergents, en Inde, en Chine ou même en Afrique, pour lesquels eh bien, on peut avoir une forte variabilité de la demande, où il faut savoir être flexible, et donc ça peut être une réponse également pour mettre en place des actifs beaucoup plus flexibles, beaucoup moins chers, qui vont permettre de produire localement et d'assurer des emplois. Donc je pense que l'industrie du futur, c'est très extrêmement approprié, non seulement pour les pays matures, mais également pour les pays émergents, par le fait que ça permet d'avoir ce modèle de flexibilité. J'ai des exemples concrets d'entreprises, de grandes entreprises, qui se disent on va conquérir un marché, par exemple en Inde. Ils ont mis en place une usine, alors il y a 900 millions d'euros d'investissement, 4 ans pour mettre en place l'usine, avec un business plan soi-disant rentable, etc. Que se passe-t-il 4 ans plus tard? Ah bah oui, mais en fait, le marché a un peu changé, la concurrence a évolué, la demande est différente, le produit que vous voulez faire est pas ça, etc. Et du coup, le retour sur le capital engagé devient très très faible. Donc ce genre d'approche, on essaie de répliquer ce qu'on a fait précédemment dans les pays à coût de main-d'œuvre élevé, dans les pays émergents, ne marche plus aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus flexible. Et donc c'est en ce sens en fait qu'il y a une grande opportunité, également cette industrie du futur, pour le développement économique dans les pays émergents, d'avoir un moindre coût, une plus grande flexibilité. Alors après, qu'est-ce que ça change cette industrie 4.0 par rapport à l'industrie 3.0 quelque part, celle où on vient aujourd'hui? Alors l'industrie 3.0, on dit qu'on est en train de la quitter vers la 4.0, mais si je prends par exemple en France, on a aujourd'hui un taux de pénétration de la machine à commande numérique de 50% seulement en production industrielle. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore un peu au 2.0. En Chine, je n'en parle pas, il y a énormément d'entreprises qui sont encore très 2.0. Et donc bon, mais quelque part, on est déjà dans le 2.0. La stratégie industrielle du 2.0, en quoi ça consistait? Du 3.0, ça consistait en fait à réduire les coûts de production, avec une obsession sur le coût de revient des coûts de production, et avoir ces effets-là, ces effets d'échelle, de massification de la production, d'investissement. Donc on met des investissements importants et on va faire le payback sur un accroissement des volumes qui vont faire cet effet d'échelle. Le mécanisme de la quatrième révolution industrielle sera complètement différent. Il n'est pas fondé sur une économie d'échelle liée à des investissements. Il va être fondé sur d'autres effets, on va revenir là-dessus. Il va être fondé sur une économie sur le capital engagé. En fait, le changement de paradigme, c'est qu'on va passer d'une logique de produit à une logique plus d'usage, une logique de production de masse à une logique de customisation de masse, un modèle de fabrication beaucoup plus flexible et qui optimise un actif en permettant d'offrir une diversité importante. On va passer également à une logique de réduction de coûts, à une logique d'optimisation du ROCE, de retour sur capital engagé. Et on va passer aussi à des nouveaux modes en fait, d'agilité, de modes de travail collaboratif qui font rupture avec le modèle de Taylorisme. Donc en fait, il y a un vrai changement de paradigme dans ces différents modèles. Je donne quelques exemples. Là, il y a 6 exemples qui sont assez intéressants qui montrent en fait les nouveaux modèles qui sont en train de se créer. Par exemple, dans la customisation de masse, alors qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un exemple d'une marque de vodka qui s'appelle Absolute. Et vous voyez, toutes ces bouteilles, en fait, elles sont uniques, elles sont toutes différentes. Donc quand vous achetez une bouteille de cette gamme-là, et bien cette bouteille, elle vous appartient, elle est unique. Donc ça veut dire un processus de fabrication extrêmement flexible, capable de changer, de faire ça. Bon, c'était le premier exemple.
Plus emblématique, un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Adidas, parce qu'il est très représentatif de ce que l'industrie 4.0 incarne, si vous voulez. Et donc, alors Adidas, bon, c'est un fabricant de chaussures de sport. Alors aujourd'hui, il fabrique ses chaussures principalement dans l'Asie du Sud-Est, Bangladesh, Vietnam, avec des usines avec forte main-d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de couture, etc., d'activités manuelles. Et ils ont mis en place, ils ont inventé une usine qui s'appelle la Speed Factory, qui tient dans le volume de cette salle, et qui automatise le processus de fabrication de la chaussure avec des procédés d'impression 3D, avec l'interconnectivité. L'usine est quasiment noire, on appelle ça dark blonde, car il n'y a personne dedans, elle est automatisée. Et cette usine-là, en fait, eh bien, elle permet un coût de revient de la chaussure à peu près équivalent à celui donc fabriqué dans un pays à bas coût. Et en même temps, la production est faite au niveau local, donc en Allemagne pour le marché allemand par exemple, ou en France pour le marché français. Et également, le gros bénéfice, c'est qu'elle permet de développer une nouvelle chaussure en 40 jours, entre le moment où on design la chaussure et le moment où on la livre, 40-45 jours, alors qu'aujourd'hui il faut 6 mois, traverser 2 fois l'Atlantique, au Pacifique, revenir, avoir des corrections, etc., des designs dans le processus traditionnel. Donc vous voyez, avec ce type de modèle très flexible, relocalisé, qui permet de diversifier les produits et d'entrer vers ce qu'on appelle le fast fashion, donc renouvellement des produits rapides, donc ça permet de maintenir des prix élevés parce qu'on offre des nouveaux produits plus fréquemment, et en même temps à un coût de revient à peu près équivalent. Et bien voilà, ça c'est un bon exemple. Et vous voyez que là, on n'a pas cherché à réduire le coût en fait, du produit. On a cherché plutôt à se différencier par le time-to-market, par l'offre, par l'agilité, et donc par le produit, et avec un niveau d'investissement. Après, on voit un autre exemple, qui est, par exemple, j'aime bien aussi, c'est Local Motors, qui est une entreprise qui fabrique des voitures, mais des voitures à façon. Par exemple, vous êtes une flotte de police, par exemple, qui a besoin de s'équiper de voitures spécifiques, et bien on vous développe une voiture, donc suivant votre spécification. Par exemple, les bords de pizza, et bien, on peut demander d'avoir une voiture qui garde au chaud les pizzas dans la voiture avec un four, par exemple, c'est une adaptation spécifique. Et le développement se fait en 6 mois, et la production se fait avec des modules dans les usines centralisées qui fabriquent des modules, et une production locale pour les pièces spécifiques et un assemblage local. Donc on relocalise en local la spécification, le développement, et on assemble la voiture localement. Donc encore une fois, une idée de relocalisation, de customisation, etc. Donc ça c'est un exemple aussi très intéressant, et qui encore une fois ne nécessite pas les énormes investissements comme on le fait pour fabriquer une voiture, et qui peut faire des produits beaucoup plus spécifiques. On voit d'autres également, par exemple, Harley Davidson a mis en place aussi des usines qui sont extrêmement flexibles, où on peut changer d'équipement et de fabrication pour produire une grande diversité de motos, et donc tout cela en saturant l'actif. Donc on voit effectivement ce type de concept qu'a mis en place Harley Davidson, et ce type de concept on les voit également dans l'automobile. Alors c'est intéressant parce que c'est des voitures. Et aujourd'hui le modèle de fabrication des voitures, c'est une grande ligne d'assemblage, qui fait souvent d'ailleurs 800 mètres de long, et à la chaîne, etc. Alors on a modernisé ça, utilisé ça avec des approvisionnements bord de ligne beaucoup plus rapides, avec des AGV, du kitting, etc. Mais il n'en reste pas moins que ce modèle de fabrication sur une ligne d'assemblage ne convient pour faire un modèle, voire même 2-3 modèles, mais ne convient pas pour faire des modèles différents. Parce que dans 10 modèles différents, chaque voiture a un contenu différent. Une voiture très simple nécessite peu d'opérations, une voiture compliquée nécessite beaucoup d'opérations. Et donc du coup, des constructeurs comme Audi ou Honda sont en train de réinventer en fait le modèle de construction d'une voiture, où ce sont des stations qui vont se déplacer automatiquement avec des AGV tout interconnectés, et qui vont, sur lesquels on va mettre des opérations qui vont bien, avec une logistique qui ressemble à Amazon, c'est-à-dire pour telle voiture on a besoin de tel type de pièces, de telle diversité, c'est approché par une logistique extrêmement efficace, et qui permet donc de cette usine-là de sortir une diversité de modèles beaucoup plus importante. Vous voyez qu'un modèle comme ça, implanté par exemple dans un pays émergent, permet de répondre à une demande locale qui est beaucoup plus flexible, et donc d'éviter de gaspiller en fait du capital et d'investissement qui a été fait. Quand vous regardez aujourd'hui, pour revenir à l'industrie économique, je prends des entreprises que je connais bien dans le secteur automobile, notamment des équipementiers. Le TRS, c'est-à-dire le taux de rendement synthétique des actifs industriels, je connais des grands groupes très professionnels pourtant, où le TRS tourne à 50-55%. Uniquement. Donc ça veut dire que 45% de l'actif industriel, les machines, n'est pas utilisé ou est utilisé à autre chose. Vous voyez, donc ça vous donne un peu une vision
de la butée de la troisième révolution vers laquelle on se situe aujourd'hui. C'est-à-dire que la troisième révolution qui était fondée sur je produis en masse le même type de modèle pour saturer mon actif, aujourd'hui, avec la variation de la demande, avec la diversité, etc., force les industriels à changer tout le temps de modèle et donc du coup à moins utiliser moins bien leur actif, il n'est pas adapté à s'adapter à cette flexibilité-là. 47%, c'est un enjeu gigantesque. Si on réduisait cet enjeu-là, l'entreprise auquel je pense, qui est un grand équipementier automobile, aurait un ROCE qui passerait de 15 à 35%, c'est-à-dire celui d'Apple aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a des enjeux économiques, on reviendra là-dessus. Donc, ces nouveaux modèles. Alors, après, ça, c'est les nouveaux modèles qui sont donc en germe aujourd'hui, en projet. Enfin, certains sont déjà en place et sont utilisés. Mais il n'en reste pas moins que l'industrie 4.0 concerne aussi les entreprises traditionnelles, et donc notamment les grands groupes traditionnels. Et là, donc, les grands groupes traditionnels, eux, ils sont, entre guillemets, ils ont un actif industriel, ils ont beaucoup d'usines existantes. Et ils ne vont pas, entre guillemets, fermer toutes leurs usines pour faire des nouvelles. Donc on est plus sur une logique de transformation de leur tissu industriel. Et là, la route est longue. La route est longue, et comme vous le voyez sur cette slide, je n'ai pas mis les logos des entreprises, mais quelque part, la plupart des grands groupes industriels, on a fait une enquête assez récente là-dessus, ont tous commencé déjà leur transformation digitale, bien évidemment, qui se situe par des POC, des Proof of Value, des Proof of Concept, on fait des expérimentations dans une usine, on en fait 5, 10, parfois j'en connais qui en sont à 75 et 200 Proof of Concept, mais ceci dit, c'est toujours des expérimentations locales, et donc le deuxième niveau de maturité, et c'est là où se situe le gros des grands groupes industriels, qui sont, donc là on peut mettre dedans les Bosch, les Thales, les entreprises que je connais, les Renault, etc., qui sont dans ce niveau 2-là, ou qui sont en train de commencer à structurer une démarche pour monter à l'échelle en termes de développement de solutions. Et là, c'est là que c'est compliqué, de développement, de monter en échelle sur toutes ces solutions-là. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des grands groupes en sont à peu près à ce niveau-là. Le troisième niveau, c'est d'aller vers, effectivement, transformer toute la partie infrastructure, informatique, pour arriver à ce troisième niveau. Et là, certaines d'entre elles commencent à avoir mis en place des transformations. Et le quatrième niveau, c'est la transformation sociale de l'entreprise, en termes de compétences, etc. Et là, il n'y a que les points bleus là-bas. Les points bleus sont des natifs digités dans le digital, un peu les exemples que j'ai cités tout à l'heure, qui sont au niveau 4, les local motors qui ont été conçus pour être totalement flexibles, et les grands groupes aujourd'hui en sont là. Et là, on a fait une étude aujourd'hui sur une quinzaine de grands groupes industriels, vous voyez, et bien, en prenant l'ensemble des solutions digitales et en regardant si elles ont été mises en œuvre à grande échelle ou pas, 100% étant, j'ai tout mis en œuvre, enfin j'ai eu 40 solutions que j'ai mis en œuvre dans toutes les usines, c'est 100%. La moyenne de 10 grands groupes très connus européens est à 20%. Donc ça veut dire qu'il reste encore 80% du chemin à parcourir, soit pour développer des nouveaux MVP ou solutions, soit pour les déployer à grande échelle sur l'ensemble de leur tissu industriel. Donc voilà, quelque part, il y a beaucoup de buzz. On en parle énormément, on a l'impression que les entreprises, certaines sont très avancées, etc. Souvent, c'est des POC, c'est des démonstrateurs, c'est des vitrines. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la route est encore longue pour cette transformation-là. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, de ce fait, eh bien, même pour vous au Maroc, si vous démarrez tout de suite cette transformation dans l'entreprise, sachez que vous n'êtes pas en retard par rapport à d'autres pays. Voilà. Alors, on revient un peu sur les grandes tendances, et je ne vais pas trop détailler les solutions techniques, mais quelque part dans la transformation de l'industrie, il y a six grands leviers en fait qu'on pourrait synthétiser. Ces 6 grands leviers-là en fait apportent un certain nombre de bénéfices très importants en termes économiques, de qualité du travail et de fiabilité de l'engagement client. Le premier, c'est tout ce qui est autour du digital twin et la continuité digitale. Donc là, c'est l'idée de digitaliser son process industriel, son usine, et ça a comme avantage de permettre de raccourcir les temps de mise sur le marché d'un nouveau produit, de simuler l'introduction d'un nouveau produit dans un environnement industriel, et donc du coup, vous économisez du temps de machine, de setup de machine, ou alors vous pouvez aussi modéliser les différentes modifications de votre produit et process, et donc faire des gains de temps. Donc ça économise également de la non-utilisation de votre capital. Le deuxième, c'est autour de l'analytics, et là, effectivement, c'est autour de la collecte de données,
de paramètres, etc. Et là, il y a plein d'applications. Donc la maintenance prédictive, par exemple, en est une. Ceci étant dit, la maintenance prédictive, je n'ai pas vu énormément d'exemples qui fonctionnaient vraiment bien. D'accord. Il y a la maintenance conditionnelle, c'est déjà un bon progrès où quand on mesure certains paramètres et qu'ils dépassent un seuil, on alerte pour la maintenance. Ça c'est plus probant. La maintenance prédictive, aujourd'hui, elle se fait pas mal avec quand il y a beaucoup de moteurs, parce que la signature sonore d'un moteur électrique se repère facilement et on peut vite savoir s'il y a des problèmes, ça va engendrer une panne ou pas. Mais sinon, il y a des choses, il y a des problèmes. Une grosse machine d'injection, par exemple, 750 paramètres, faire de la maintenance prédictive là-dessus, c'est pas forcément simple et il y a beaucoup d'entreprises qui luttent encore sur ce sujet-là. Au-delà de ça, il y a la stabilité du process aussi, de fabriquer de manière beaucoup plus stable. Aujourd'hui, les processus de fabrication sont gênés par de l'instabilité, des dérèglements, etc. L'opérateur peut intervenir. Et donc, avec de l'intelligence artificielle, on peut auto-corriger ça et avoir une meilleure stabilité. Et donc, qui dit meilleure stabilité, dit moins de tolérance. Et donc, on peut faire des économies de matière, on peut faire des économies de terre, etc. Le worker, ça c'est très important sur l'employé, en fait. Là, il y a tout un tas de solutions autour de sa flexibilité, de solutions qui peuvent l'aider à piloter ses opérations, réduire les risques d'erreur, les tâches fastidieuses, etc. Et un autre point sujet qu'on voit, c'est sur la traçabilité et la qualité. Donc c'est notamment des technologies comme la blockchain, par exemple, permet d'améliorer la traçabilité de ce qui a été fabriqué sur toute la chaîne de valeur. Un autre sujet qu'on voit aussi apparaître, c'est la planification dynamique des flux. Donc avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir aider à replanifier dans une usine pour la rendre plus flexible l'ensemble des flux. Ça permet d'augmenter la flexibilité, l'utilisation des actifs. Ça permet de faire du lissage. Et le dernier, c'est tout ce qui est Digital Control Tower, donc les tours de contrôle qui permettent aussi de mieux piloter la fabrication, de mieux piloter les opérations. Voilà un peu les 6 grandes tendances qu'on voit aujourd'hui. Elles ont un impact qui est sur le moins de lead time, moins de stock, meilleure utilisation de l'actif, meilleure productivité des ressources, moins de localité. Donc tout cela concourt en fait à économiser du capital engagé. Également, qualité du travail. On a plus d'ergonomie, plus de contrôle, plus de niveau d'engagement aussi du personnel. On parle aussi de gamification par exemple. Et image moderne de l'industrie. Voilà, je vais passer, alors les exemples qui ont été cités là, j'en ai juste un commentaire aussi sur la mise en œuvre de ces solutions. Ce qu'on voit, c'est que, voilà, c'est le roadmap par exemple d'un client où on démarre, on commence par d'abord des choses simples. Il faut commencer par petit et simple dans ce type de solution. Si on fait trop complexe aujourd'hui, on n'y arrive pas. Et simple, ça veut dire, on faisait du papier, le papier on le met en digital. Déjà, ça apporte une certaine valeur ajoutée. Et après, on rajoute des informations supplémentaires qui donnent, ça donne un peu plus de valeur ajoutée. Et comme il y a beaucoup d'informations, on commence à faire un peu de data science pour dire, le moteur va nous dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important pour ne pas se noyer dans un énorme tableau. Et puis après, comme on a une capitalisation, on va commencer par mettre de l'IA et puis faire du prédictif. Et ensuite aller vers du dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque solution qui est mise en œuvre commence par un petit pas qui doit répondre aux besoins de l'utilisateur et ensuite on va monter en fonctionnalité. Et les fonctionnalités vont se sophistiquer au fur et à mesure, devenir de plus en plus complexes. C'est pour ça que la route est longue. Il faut commencer par ces logiques-là. Et on voit ça sur les 6 exemples, les 6 tendances que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors, je vais passer les exemples, j'en ai cité déjà pas mal. Dernier commentaire également sur l'impact économique, je reviens là-dessus, sur l'impact économique de l'industrie 4.0. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se méprendre. L'industrie 3.0, elle avait pour vocation de réduire le coût de production par la professionnalisation du process, par les investissements, par les effets d'échelle. L'industrie 4.0, elle, au contraire, va être moins intense en capital. C'est-à-dire que quand on regarde la rotation de l'actif, donc à gauche vous avez des industries très capital intensives, et à droite celles qui sont moins capital intensives, et bien typiquement l'industrie aujourd'hui est à 1,2, c'est-à-dire que 100 millions d'investissements donne à peu près 200 millions de chiffre d'affaires, à peu près, et donc de ce schéma-là, en fait, eh bien, si on implémente l'industrie du futur, on va mieux utiliser son capital engagé, donc on va consommer moins de capital pour faire la même chose, d'une part, on va se déplacer vers la droite, et on va également apporter donc, une plus grande flexibilité, des produits faits de manière plus
donc on peut monter également la marge et avoir moins d'amortissement. Donc en fait, on s'efface sur la droite et en haut, et c'est un changement sur la ligne des retours sur capital engagé. Ça, c'est la profitabilité. Alors que la troisième révolution industrielle, c'était plutôt j'augmente l'intensité capitaliste en modernisant mon outil de production, c'est l'Allemagne, et j'attends derrière une marge plus importante pour rémunérer ce capital. Aujourd'hui, on est dans un changement un peu d'approche où, au contraire, donc je vais utiliser à terme moins de capital pour produire en étant également plus flexible et plus de production. Et ça nous amène vers des ROCE qui sont de 15% aujourd'hui dans l'industrie, à potentiellement, on a fait des simulations à plus de 30%, 35% de retour sur capital engagé, ce qui s'avoisine en fait des entreprises de high-tech qu'on peut voir aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas de l'entreprise traditionnelle. Voilà, dernier point également, ça nécessite des changements des pratiques également, de mettre en place, les grandes entreprises mettent en place ce qu'on appelle des Digital Service Factory. Ça regroupe en fait toutes ces nouvelles compétences, parce que ces nouvelles compétences sont rares, qu'elles soient en intelligence artificielle, en connectivité, en analytique, etc. Donc c'est à la fois des nouvelles compétences qui sont rassemblées dans un centre de compétences, mais en même temps des éléments méthodologiques qui vont avec, en termes d'agilité, de développement agile, de user interface, de UX, etc. Et c'est ces équipes-là qui font ce travail. Et maintenant, quand on développe ce type de solution, c'est toujours une équipe multifonctionnelle avec des développeurs, des UX, user interface, utilisateurs, des gens qui connaissent le métier, etc. C'est vraiment ce nouveau type de profil d'équipe qui met en place ce type de solution. Et ce modèle-là, qui fait, alors les grandes entreprises, ça peut monter à 150-300 personnes, dans certaines d'entre elles, qui met en place ce type de moteur pour pouvoir transformer. Voilà, donc je vais passer voilà pour cet aperçu sur ces grandes tendances et sur la maturité des entreprises. Je vous remercie. Bien, je vais passer la parole maintenant à Béatrice Cambert. Ce que je vous propose, c'est qu'on pose toutes les questions à nos deux conférenciers à la fin de l'intervention de la Béatrice. Merci beaucoup. Alors, donc moi je suis le représentant de l'écosystème des éditeurs informatiques. Donc je suis vraiment dans la chaîne numérique de ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Alors je suis le seul qui ne porte pas de cravate parce que j'ai fait un passage de 7 ans dans la Silicon Valley et ça ne se faisait pas de porter de cravate. Donc j'ai gardé cette habitude. J'ai aussi pris le parti dans ma présentation de parler du côté cuisine de la chose et pas du côté salle de restaurant. C'est-à-dire que je vais quand même me retenir d'utiliser, dans la mesure du possible, des buzzwords et des choses un peu flashy, mais plutôt pour rappeler un peu la dynamique et l'évolution, grosso modo, depuis les années 80. Alors, dans les années 80, ça c'était moi, quand j'étais élève de Lille. Mais c'est pas le plus intéressant de l'époque. Le plus intéressant, c'était que quand on nous enseignait l'informatique d'entreprise, le paradigme central, c'était le système expert. C'est-à-dire qu'on ne manipulait pas de la data, on manipulait des règles métiers. Et on avait à l'époque pour ambition, en tout cas pour capter le savoir-faire des générations montantes, de s'asseoir à côté des experts, de les faire parler de leurs règles métiers, de stocker toutes ces règles dans des bases de données et de faire tourner des moteurs d'inférence. Ça, moi, en 86, c'est ce que j'ai appris sur les bancs de l'École centrale de Paris. Je me rappelle d'ailleurs que le premier système expert que j'ai développé, c'était pour décider si j'avais assez faim pour me réveiller avant la fermeture du restaurant universitaire ou assez sommeil pour me passer le déjeuner. Alors après est arrivée l'ère de l'ERP. L'ERP, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais le nom c'était Enterprise Resource Planning. On se proposait de planifier l'usage des ressources de l'entreprise. C'était effectivement une logique de remplacement de papier, davantage d'automatisation, d'accélération et de réduction de coûts. Il y avait aussi un agenda caché qui était d'opérer des réorganisations humaines
pour alléger un petit peu les structures de production et de mettre en place des choses qui nécessitent peut-être moins d'intervention manuelle, des choses comme ça. Et ça a conduit à une accumulation de données. C'est-à-dire que moi, par exemple, chez Business Object, à la fin des années 80, nous avions une manifestation de cette accumulation de données. Grosso modo, vous aviez des décideurs qui avaient des gros chèques pour déployer du SAP R3 dans leur outil. Et puis, au bout de 3 ans, ils disent « Et moi, qu'est-ce qu'il y a pour moi ?» Ce que Bill appelait tout à l'heure dans sa présentation le top management, c'est effectivement tout ce pan de reporting managérial qui n'existait pas, ou qui était très suspect. Donc c'était un petit peu le corollaire immédiat de l'introduction du déploiement des ERP. Alors, donc aider effectivement tout ce phénomène d'exploitation de données, sachant qu'au début, ça s'appelait Query and Reporting, hein, quand on a démarré. Business Object, c'était le leader des Query and Reporting, et ça consistait à extraire des données et à imprimer des rapports, grosso modo. Là-dessus, la machine à marketing a continué à avancer. On a appelé ça support de décision, décisionnel. Donc, décision, c'est pour en anglais. Et c'était pour faire des jeux de cartes. Ensuite, on est passé à une étape supplémentaire qui s'appelle la business intelligence. Et je crois qu'on est toujours en train de vivre un peu la queue de la comète de la business intelligence. Et grosso modo, c'était on pouvait cliquer sur les cartes. Je caricature bien sûr, c'est très très sophistiqué, mais c'était ça le noyau. Ensuite, alors il y a eu 2 écoles. Il y a une école qui a lancé le terme EPM et une autre qui a lancé le terme BPM. Business Object a lancé EPM, Cognos a lancé BPM, mais toujours est-il qu'on avait introduit des jolis tableaux de bord. Donc là, effectivement, il ne suffit pas juste d'imprimer des rapports et de gribouiller aussi sur le graphe. Il fallait avoir des tableaux de bord et aussi ce sont des méthodologies de gestion à base de tableaux de bord. Moi, je me rappelle avoir visité une société en Belgique qui avait une autre qui s'appelait Management Cockpit. Il livrait une salle, il peignait un mur en rouge, un autre en bleu et un autre en noir, et il disait le mur rouge, c'est votre système de production, le mur bleu, c'est le marché, le mur. Je me rappelle toujours qu'il y avait un formalisme qui était poussé à l'extrême. Une société qui a été achetée par SAP aussi. Alors après, on est passé dans une phase de big data et de data lakes qui est motivée, encore une fois, quand on enlève toute la fioriture, par le fait que ça coûte beaucoup moins cher de stocker de la donnée. Avant, en 92-93, pour installer une base de données et stocker de la donnée, c'était vraiment très, très coûteux. Donc on se posait la question, pourquoi faire avant de commencer à mettre en place l'outil. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets où on va créer une espèce de fourre-tout qu'on appelle le data lake, parce que ça ne coûte pas cher, vraiment. Et on ne se pose pas la question de à quoi ça va servir, ou on se la pose a posteriori. Ce qui donne lieu d'ailleurs à un énorme cimetière de projets qui ont englouti des millions sans déboucher sur le poste. Et là, on est en plein, à la pointe, dans la data science. Hein. Si vous avez des enfants qui sont à l'école d'ingénieurs, faites-leur faire de la data science, ça paye bien en ce moment. Mais bon, l'idée c'est essayer de donner la capitale, c'est-à-dire en fait, de toute cette data qu'on a par magie, de l'idée capitale. Moi j'ai tendance à dire l'IA, c'est pas forcément toujours de l'intelligence artificielle, des fois c'est Inch'Allah. Voilà. Alors, en termes d'offres, vous avez des offres, je ne sais pas vous savez ça, mais il y a des éditeurs et des vendeurs de savoir comment faire, avec un phénomène qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des offres open source qui sont aussi, sinon plus performantes que des offres propriétaires. Ce qui d'ailleurs, pour revenir un peu à un cas local, avant, pour instancier une base de données orale digne de ce nom, il fallait faire un crochet. Aujourd'hui, on peut télécharger une base Cassandra, open source, mettre ça sur le matériel. Ce qui fait que ça enlève, par exemple,
des barrières pour des économies comme la nôtre. On peut vraiment se lancer dans des choses sophistiquées sans bâtir de cette barrière. Beaucoup de choses à faire, mais effectivement, l'idée, c'est qu'il y a deux grandes classes de bases de données. La première, qu'on appelle dans le jargon OLTP, qui privilégie la performance d'insertion et de modification. D'accord? Donc là, effectivement, quand vous êtes branché sur une machine outil, sur un capteur, vous voulez vraiment attraper l'info le plus vite possible et la persister le plus vite possible. Et il y a le pan analytique, qu'on appelle OLAP, Online Analytic Processing, qui là va privilégier la capacité à extraire, agréger et faire des calculs. Avec plusieurs variantes. Il y a des techniques natives, des techniques en mémoire, des techniques relationnelles, distribuées, ainsi de suite. Et ensuite, il y a toute la partie ETL, donc, qui est l'extraction transactionnelle, qui sont grosso modo les plombiers de la data. C'est des gens qui vont faire transiter la donnée, la transformer, la remettre en place, la remettre en forme, pardon, pour qu'elle soit bonne pour un usage. Un des challenges qui a fait naître en fait beaucoup d'acteurs dans cette catégorie de l'ETL, c'est que jusqu'à récemment, la plupart de la donnée résidait dans des systèmes legacy. Chez les banquiers, beaucoup d'applications mission critical tournent encore sur des mainframes. Et les mainframes sont un peu récalcitrants pour laisser partir la donnée. Alors, l'ERP, et ça c'est un peu le dirty secret de l'industrie, c'est que l'ERP a causé un déficit de fiabilité de la chaîne numérique. Je donne des exemples. Tous les gens qui ont déployé du SAP R3 en usine ont été obligés de faire quelque chose d'inacceptable, c'est de tolérer les stocks négatifs. C'est-à-dire, vous avez une chaîne d'assemblage où vous avez des composants, avec des stocks de composants, et vous fabriquez un produit, avec un stock de produits. La chaîne numérique, si il fallait qu'elle impose que s'il n'y a pas de stock de composants, donc on ne peut pas fabriquer de produits, elle bloquait la chaîne de fabrication. Pourquoi? Parce que l'humain, sa mission dans ce cas-là, c'est de fabriquer, d'assembler des choses. La saisie dans un écran ERP est une prérogative d'application secondaire. Résultat, pour ne pas bloquer les usines, tous les informaticiens ont toléré les stocks négatifs. Alors, allez faire de l'optimisation là-dessus, allez faire de la prédiction là-dessus. Vous partez d'une vérité qui n'est pas fiable. Alors, ce sont bien sûr des techniques de gestion de la qualité de données. Vous avez beaucoup de besoins, vous avez promis de pas mettre de besoins, mais il y en a ici. La data quality, le master data management, qui consiste grosso modo à dire, OK, sur les informations importantes, on va créer une source unique fiable, on va mettre quelqu'un à la tête pour en assurer la gouvernance, pour qu'elle soit utilisée de la même façon partout. Donc, typiquement, les adresses de clients, les numéros de téléphone, toutes ces choses-là, on va les fiabiliser, parce qu'aujourd'hui, dans les systèmes bancaires, par exemple, c'est très difficile. Après, il y a des choses qu'on va faire vérifier à la main par le data wrangling ou le data stewardship. Après, on va avoir des instances de gouvernance dont la fonction est de s'assurer que la donnée est fiable. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec l'industrie 4.0, on a un point d'inflexion qui va en quelque sorte matérialiser la promesse de la faillite. Pourquoi? Parce que la chaîne numérique va être fiabilisée. Et on va pouvoir la recoupler à la chaîne physique. Et là, les informaticiens comme moi, ou les gens digitales maintenant, vont vraiment pouvoir s'éclater et faire remplir leur mission première, qui était de définitivement faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez de la télémétrie qui commence à fonctionner, vous avez de l'UNC, vous avez de l'IoT, et vous avez aussi, je crois que ça a été mentionné avant moi, des systèmes qui aujourd'hui jouent ensemble de façon plus facile par l'intermédiaire d'un pays ou d'une technologie. Alors, et ça, vraiment, c'est pour moi, de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, le phénomène le plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a capté, construit une chaîne numérique fiable,
on peut intervenir sur toutes les autres chaînes. Alors effectivement, on va beaucoup parler de la chaîne industrielle aujourd'hui, donc on va essayer de minimiser les revenus, on va essayer de mieux maîtriser les processus chimiques complexes. Par exemple, chez les fabricants de maquillage, aujourd'hui, il y a un phénomène intéressant sur les rouges à lèvres. Désolé, je ne sais pas si ça vous rejoint ici, mais un rouge à lèvres se fabrique encore d'une façon artisanale, c'est-à-dire que là, on veut obtenir un produit d'une certaine consistance, de certaines couleurs. Là, on fabrique des gros lots et on dit à monsieur l'expert du rouge à lèvres de rajouter de la poudre de parlimpapin pour que la couleur n'y est pas. Sauf que l'industrie du maquillage aujourd'hui, elle est confrontée à un phénomène brutal, c'est les tendances changent toutes les semaines. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un rouge à lèvres dans un magasin rouge à lèvres, il y a de grandes chances pour qu'il ait été fabriqué 4 ans plus tôt. Et on voit aujourd'hui, dans l'écosystème des sociétés de cosmétiques, des gros problèmes, des gros géants qui sont en train de s'effondrer. Pourquoi? Ça ne va pas s'adapter. Vous avez Rihanna qui se lève un matin et qui dit la nouvelle couleur c'est celle-là. Allez, Rihanna, elle a un système de production adapté, donc elle arrive à lancer son nuancier le lendemain. La politique de L'Oréal, c'est là derrière. D'accord? Et effectivement, accélérer ce make to order pour poursuivre effectivement ces tendances. Et pour revenir au rouge à lèvres, aujourd'hui, par exemple, effectivement, non seulement commence à mieux analyser la chaîne, mais commence à rajouter, comme Abid a mentionné tout à l'heure, des captages différents. Par exemple, ils sont aperçus que les lots de rouge à lèvres sortaient différents. Alors qu'on a dit la même température à ces étapes-là, on a les mêmes mélanges. Et puis bon, ils ont commencé par dire, bon, la machine, elle me dit 24 degrés. Est-ce que c'est vraiment 24 degrés? Donc je vais mettre un thermomètre connecté indépendant de ce que me rend la machine. Et là, on s'est aperçu que 24 degrés sur la machine, c'est pas vraiment 24 degrés. Autre phénomène aussi, c'est qu'on s'est permis de mesurer des choses qu'on ne mesurait pas avant. Les moules de tubes de rouge à lèvres qui sont faits en silicone. Et bien on se dit, tiens, on va mesurer la conductance thermique du moule. Parce que, effectivement, même si le fabricant nous dit que ça ne change pas, dans les faits, on a remarqué que ça change. Donc on commence à modéliser un peu plus les phénomènes de fabrication. La chaîne logistique, aujourd'hui, effectivement, bon, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais le fait de pouvoir mesurer encore une fois qu'est-ce qui se passe où, quand, comment, on peut avoir un sourcing plus flexible. Donc, le jour où on organise, parce qu'on maîtrise la chaîne numérique, comment sont fabriqués les composants, on peut intervenir effectivement sur un sourcing plus flexible, plus près de l'endroit de fabrication. La traçabilité, on en a parlé. L'optimisation de transport et aussi l'accélération de la chaîne aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, en tout cas la génération digital native, elle veut de la gratification instantanée. Quand ma fille commande ses chaussures, elle trépide pendant 2 jours pour les recevoir. C'est insupportable pendant 2 jours. Si on peut réduire ces 2 jours à 1 jour, je suis prêt à payer un prix. La chaîne économique, je crois qu'on a parlé effectivement de la réduction des modèles d'engagement capitaux qui sont différents, mais aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui effectivement s'évertuent à optimiser les process de facturation, de fiscalité, de valeur d'assurance, toutes ces composants de cette chaîne. Aujourd'hui on s'évertue encore une fois à maîtriser, qu'on peut intégrer d'une façon beaucoup plus poussée quand on aura une chaîne numérique beaucoup plus fiable. C'est juridique de dire voilà, je fabrique un produit qui va être vendu dans tel territoire, est-ce que je serai en conformité ou à quel point ma conformité entre en rupture. Je travaille avec des gens qui ont des SLA à tenir. Des SLA, c'est-à-dire que dans l'outil de production, on travaille notamment avec des gens de Vinci qui sont en charge de l'infrastructure d'une ligne TGV, de LGV, où il faut qu'ils
heures, il y a des fonctionnalités qui se déclenchent. Donc aujourd'hui, effectivement, de pouvoir prouver, parce que j'ai le capteur, que mon infrastructure est en état de fonctionnement nominal à partir de telle heure, ça me permet de ne pas payer les données. Et bien sûr, la chaîne de traçabilité sanitaire, écologique. Et bon, ça, c'est un terme un petit peu usurpé, mais la data devient vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que là où on pouvait se dire mon X-factor, ma différenciation, elle vient de mes processus, elle vient de mon savoir-faire, elle vient de tout ça, aujourd'hui, le trésor de data, c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire qu'un nouvel entrant ne viendra pas percuter mon économie. Je travaille avec Total aujourd'hui, pour ses gros clients, notamment miniers, propose une offre qui s'appelle Total Optimizer, où ils permettent aux clients de gérer leur consommation. Les gros clients. Typiquement, il y a des gros camions, Caterpillar, qui sont connectés, qui remontent la donnée sur un serveur sur lequel nous on capte, et on a construit un management dashboard qui permet de détecter les gens qui siphonnent les réservoirs de camions, les camions qui ont des patterns de consommation différents ou qui ont des parcours, parce qu'on a aussi des capteurs GPS sur les camions. Et enfin, la data, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure interaction avec le client et de fidéliser le client. Et quand on a cette data et qu'on la met au service du client, le nouvel entrant, il ne l'a pas. Et le client va perdre en qualité de service s'il essaie d'aller. Voilà, j'ai fini. Vous avez le Bien, alors on va pouvoir prendre quelques questions de la salle. Oui. Moi, je suis dans le cloud, donc ça commence par là au Maroc, si on parle d'industrie 4.0, déjà on prépare la partie digitalisation. Donc déjà les grands clients qui sont plus intéressés à la partie innovation et tout, on parle plus digitalisation. Donc digitaliser tout ce qui est digitalisable. Pour préparer les premières couches, pour passer à la troisième couche qu'on appelle analytics service et la partie reporting. Directeur, tout ce qui est la chose. Et est-ce que l'industrie 4.0 s'adresse à tout type et toute taille de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une taille à partir duquel on peut faire ce pitch et de parler aux chefs d'entreprise? Parce que c'est un langage stylé, donc on parle au directeur, c'est directeur sur directeur, donc on parle plus un langage très stratégique, c'est un choix, c'est un investissement. À partir du moment où déjà le retour d'investissement n'est pas très mesurable pour parler d'une solution future, mais c'est plus un choix managériel. C'est une aventure que certains managers prennent l'aventure de passer à un autre niveau. C'est une grande maturité en termes de choix stratégique. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a des prérequis pour passer à une qualification d'une entreprise comme une entreprise qui acte dans l'industrie 4.0? C'est ma dernière question. Merci. Bon. Alors, la première question, l'industrie 4.0 et digitalisation, effectivement. Et après, il y a plein de questions sur la taille. L'industrie 4.0, c'était plutôt un concept qui intégrait la transformation digitale
de l'industrie, c'est-à-dire principalement engineering, fabrication, voire aussi services connectés des produits. D'accord? Et ça inclut également l'automatisation, ça inclut la planification, ça inclut la traçabilité, ce que j'avais montré tout à l'heure. Ça va un peu plus loin que la pure digitalisation. Et la digitalisation, ça peut concerner toutes les fonctions d'entreprise. D'accord? Parce que là, dans l'industrie 4.0, on est plutôt sur les fonctions opérationnelles, jusque aussi livraison client, voilà, le processus end-to-end. Dans la digitalisation, on peut parler aussi de la digitalisation de la fonction du reporting, de la fonction RH par exemple. Là, on a des chatbots qui font des entretiens de recrutement pour sélectionner des candidats, vous voyez, avec un smartphone. Bon, ça fait dans le sales and marketing, là, donc ça couvre tous les domaines. Donc c'est pour ça que, pour préciser un petit peu ce que ça veut dire, c'est une sous-partie de la digitalisation et ça inclut aussi l'automatisation. Après, sur votre deuxième question sur la taille, la réponse, pour moi, elle est oui. Toute entreprise, et justement, je n'ai pas mentionné, mais c'est un point très important et c'est un gros souci de toutes les plateformes d'industrie 4.0 que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple de l'Alliance pour l'industrie du futur que je connais bien en France. Leur sujet, c'est pas la transformation déjà des grands groupes. Ça, ils savent faire tout seuls, les Schneider, etc., ils ont des programmes, etc. C'est la transformation 4.0 des PME derrière. Parce que s'il n'y a pas de transformation des petites entreprises, il n'y aura pas de transformation des grands groupes. C'est clair. On peut pas, donc, quelque part, même les grands groupes commencent aujourd'hui à se soucier de la transformation digitale de leurs sous-traitants et de leurs PME. Airbus, par exemple, a mis en place une plateforme qui s'appelle Skywise, qui a pour objectif d'aller chez les fournisseurs, de récupérer les données, de collaborer avec eux, etc., de les pousser à mettre en place des solutions digitales. Oui. Donc, le tissu de PME est vraiment très, très important. Et ça y est, je vais être une question. Alors, je vais invoquer Saint-Pie encore une fois, puisque, si vous vous rappelez, sa première parole était que la digitalisation, c'est qu'un outil, c'est pas une fin en soi. Si vous rentrez chez vous le soir et vous dites, avec le sentiment du devoir accompli, parce que vous avez digitalisé, alors, tout ce que ça, c'est que vous êtes à côté de la plaque. La digitalisation, elle introduit un phénomène très désagréable, c'est qu'on a une obligation d'innovation. C'est-à-dire que ça vous dit, ok, maintenant que vous pouvez tout faire, trouvez l'idée qui va révolutionner votre marché. Tout à l'heure, on a parlé d'Adidas. Adidas a révolutionné le marché du sneaker qui est très compétitif. Là où Adidas sort des séries qui se vendent en 20 minutes contre en Nike est encore en train de se chercher sur ce genre de choses. Moi, je me rappelle une fois, je faisais concevoir à mes équipes une solution de configuration de système de téléphonie. Donc, il y a dans Jargon ce qu'on appelle le Day One, c'est-à-dire qu'on va configurer les serveurs, on comprenne comment on est organisé, quel bâtiment. Et c'est typiquement des choses qui prenaient plusieurs mois. Et c'était la norme. Et je leur ai dit, je voudrais que vous me fabriquiez un produit qui fait un déploiement en moins d'1 heure. Alors bien sûr, on va traiter de fou. La norme, c'est 3 mois, donc tu vas pas me dire. Et toujours est-il qu'en se posant la question de quoi on a besoin pour instancier un système de téléphonie dans une entreprise d'une taille relativement critique, ça vient ensuite, effectivement, c'était tout à fait jouable et on est descendu à 20 minutes. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut comme automatisation. On a interrogé la meilleure entreprise pour inférer qui a droit à quoi comme téléphone, à quelle extension, quel assistant de qui, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça le. Et donc de ce coup-là, effectivement, la petite entreprise, elle a une agilité structurelle, donc je pense qu'elle peut aller plus loin. Et la grosse entreprise, elle a des moyens. Et il faut surtout qu'elle innove pour ne pas se faire éliminer par les enfants. Alors, les prérequis après, je pense que ça dépend du secteur d'activité, mais comme on a encore une fois réinvoqué ça, dans l'exemple de Disney-École, ils ont récupéré des machines vieilles. Même Tesla, moi j'étais là-bas quand Tesla a démarré, Tesla quand ils ont démarré, ils ont racheté des plieuses sur eBay.
aujourd'hui, Tesla, c'est vu comme le fabricant automobile le plus moderne. Ils ont racheté des pneus sur eBay, ils ont racheté une usine à Toyota, je crois, et Toyota les a payés, ça leur coûtait moins cher de leur donner l'usine et un bûcheron avec que de la nettoyer, de la rendre bien pour eux. Donc, vraiment, les prérequis, c'est pas forcément l'obstacle pour rentrer dans. Merci, mais ça aussi. Oui, bonjour. Moi, ma question est sur les retours d'expérience. Vous allez me dire c'est encore très tôt parce que c'est très récent tout ça, mais j'imagine qu'il n'y a pas encore peut-être des étudiants empiriques qui mesurent les résultats des industries 4.0, mais vous avez certainement un feeling ou des retours de système informels. Alors, le retour d'expérience, mais par rapport à un point bien spécifique, qui est la connaissance. J'imagine que c'est la base, c'est l'atome de toute l'industrie 4.0. Alors, si j'ai bien compris le concept, c'est qu'il faut prendre cette connaissance, déjà l'extraire de certaines compétences, de certains existants, de pouvoir la travailler, la gérer et donc l'utiliser, de l'exploiter de façon à recréer de la connaissance autonome, de façon plus intelligente. Donc tout ça, il y a de la gestion de connaissances qui rentre dedans, du knowledge management, et j'imagine que les pays où le knowledge management est plus développé, notamment le Japon et la Corée aussi, vont plus réussir la transformation digitale que d'autres pays qui sont beaucoup plus, disons, en retard sur ce point-là. Et donc ma question est justement, est-ce que vous avez des retours d'expérience que vous avez, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence dans les avancées selon que le pays soit bien avancé côté knowledge management ou pas? Merci. Alors, je vais apporter un éclairage pendant que je réfléchis. Mais mon éclairage sera bien sûr informatique, hein, je m'en excuse. Aujourd'hui, la data, le fait qu'il y a beaucoup de data, avec peut-être la grande majorité de la data qui contient un petit signal petit. D'accord? Vous avez tous navigué sur des sites web, vous avez tous des cookies qui traînent sur les sites quand vous connectez. Il y a des gens qui captent de la data sur ce que vous faites. Ils vont stocker des volumes énormes de données, à partir duquel ils vont essayer d'extraire une connaissance. Alors la connaissance, ce sera de la segmentation. Bon, ils vont essayer de deviner si vous êtes une femme ou un homme. Si vous êtes intéressé par les habits pour bébé ou par les voyages dans des endroits exotiques. Mais toujours est-il que cette connaissance aujourd'hui, elle n'est pas forcément explicite. C'est-à-dire on n'essaye pas d'en extraire des règles, pour revenir à ma présentation, des règles de métier qu'on va exécuter dans un moteur d'inférence. On va juste avoir typiquement des modèles prédictifs, des classificateurs, voilà, vu ce que je sais de ce client, je pense qu'il va me rembourser son crédit, ou j'ai une certitude de 70% qu'il va me rembourser, sans avoir une formule explicite. On va dire qu'il va me le rembourser parce qu'il habite en ville et parce qu'il gagne autant et parce que ceci, cela. On va aujourd'hui peut-être avoir des technologies, des réseaux neuronaux, des choses un peu plus sophistiquées, encore une fois possible parce qu'on a plus de puissance de calcul et de données, qui vont effectivement être utilisées dans ces processus de décision. La bonne nouvelle, pour revenir un petit peu à votre question sur le distinguo pays avancés sur le résultat, c'est que beaucoup de choses sont mises en open source. Beaucoup de ce qui fait aujourd'hui la force d'un Google, par exemple, pour prédire une préférence d'achat, c'est disponible en open source. Vous avez des élèves de l'école centrale Casablanca qui sont capables d'aller télécharger, de lire la littérature et de fabriquer pour des entreprises locales des choses à la pointe de ce qu'on fait en termes de connaissances et de prédiction. Je pense que c'est votre question, c'est l'effet d'échelle lié à la connaissance et quelle nation va être la plus à même de capter là-dessus. Je pense que sur cette question-là, en fait, la connaissance, elle intervient dans l'intelligence artificielle. Parce que quelque part, on va avoir des algorithmes qui prédisent, ça se fait à partir d'une base de connaissances pour faire du deep learning et de l'apprentissage, etc. C'est comme on disait tout à l'heure, on va résoudre des problèmes de qualité, on va regarder si c'est
déplacer, on va régler les paramètres, l'algorithme va comprendre et va arriver à prédire sur la base des connaissances. Et on voit par exemple des entreprises qui ont une connaissance, je connais par exemple Mobila, qui a une connaissance de 30 000 km de route. Chaque route, on dit s'il a été codé, si c'était un panneau, une vache, une voiture, etc. Enfin, une base de connaissance de la route pour permettre à simuler, entraîner des voitures autonomes, par exemple. Et donc c'est une compétence incroyable. Bon, je pense que quelque part, c'est l'enjeu de l'intelligence artificielle. Qui va gagner la bataille de l'intelligence artificielle? Parce que c'est là que ça se passe. Et que demain, il y aura des systèmes accessibles effectivement sur la planète qui auront déjà une préconnaissance digérée. Il n'y aura plus qu'à faire du tuning pour adapter ces systèmes d'intelligence artificielle à son propre besoin, avec des logiciels déjà entraînés sur une base de connaissances déjà fournie par les grands acteurs. Et là, il y a un effet d'échelle à l'intelligence artificielle. Et pour moi, les deux acteurs qui sont en train de sortir du lot, c'est les États-Unis et la Chine. Donc, le Japon et la Corée qui sont pris, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque part un retard sur l'industrie 4.0. Il n'y a qu'en 2015-2016 qu'ils ont commencé à vraiment se structurer pour faire ça, notamment au Japon, pour un certain nombre de raisons. Mais je vois plutôt beaucoup plus moi l'IA qui va être aux mains de la Chine et des États-Unis, des grands GAFA. Et on voit aujourd'hui la facilité commerciale de Google, Amazon, etc. pour aller vers des solutions de cloud pour toutes les applications industrielles. Et on les voit arriver sur des partenariats, on ne les voyait pas avant, pour bénéficier de leur cloud. Et le cloud, c'est la connaissance. Donc je pense que c'est un petit peu cet effet là. Et malheureusement, l'Europe ne va pas forcément gagner cette bataille d'effet d'échelle. Une question au fond de la salle, Massir. Bonjour, je suis Brian Laxir du Centre de recherche Massir. C'est une centre de recherche et d'innovation basé à Rabat. Ma question sur la partie data, si vous pouvez développer un peu plus un côté important sur la partie data qui concerne la transformation des entreprises en 4.0. Alors sur deux volets, le premier volet c'est la capacité de ces data qui sont en train d'augmenter d'une manière exponentielle. Et puis j'ai assisté aussi à une conférence en Allemagne il y a 3 ans sur les problèmes de sécurité sur la partie industrie 4.0 en termes de développement de certaines couches. Est-ce qu'aujourd'hui on a des solutions? Comment aujourd'hui l'industrie 4.0 se positionne par rapport à la partie volume, sécurité et les lieux de stockage de ces données? Merci. Alors là, je vais invoquer ça. Qui, tout à l'heure, dans sa présentation, nous a dit qu'effectivement, il faut bien calibrer le captage de données. D'accord? Je donne un exemple absurde. Donc, si vous avez un véhicule autonome qui doit prendre une décision de freinage sur la route, si vous captez toute la donnée, vous la remontez dans un data center local ou distant, et que vous faites tourner un modèle prédictif dessus pour qu'il dise ouais, là ce serait bien de freiner, on n'est pas sur tout vert. D'accord? Une bonne vieille boucle d'asservissement local, analogique d'ailleurs, fait très bien l'affaire. Donc effectivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la problématique de signal contenu dans la data. Et je me moquais un peu gentiment de la phase data lake et big data de l'industrie. Il faut vraiment bien calibrer et bien positionner et bien fabriquer ce qu'on appelle dans la data science des features, c'est-à-dire les attributs descriptifs qui vont nous permettre de construire et d'alimenter des modèles efficaces. Donc, je parle bien sûr de la chose analytique. Alors après se pose la question effectivement de la souveraineté de la donnée. Aujourd'hui, il y a de vraies questions stratégiques. Il y a aussi beaucoup de fantasmes, mais il y a de vraies questions. Par exemple, l'agriculture française, aujourd'hui, dont l'outillage est principalement étranger, cet outillage devient de plus en plus connecté. Donc, quelque part, le ministre de l'économie américain a une possibilité tangible d'interroger les bases de données et de savoir est-ce que la récolte va être bonne en France ou pas. Et de prendre des décisions de mise sur le marché de production américaine en fonction de cette
indicateurs qui arrivent avant l'heure. Donc c'est des vraies questions. Une chose, hein, moi je suis un enfant de politique, un fils de l'OCP. Aujourd'hui l'OCP, je suis sûr qu'il a des engins de chez Caterpillar ou de chez l'autre qui sont connectés et qui remontent de quoi deviner la cadence de production de phosphate à Columbia. Alors est-ce que l'OCP va le laisser faire ça et effectivement pouvoir potentiellement driver le marché du phosphate mondialement, ou est-ce qu'il se dit non, tu remontes et tu restes chez nous? Donc effectivement c'est une vraie question. Bonjour, c'est Saber Darmon de l'École centrale. J'ai bien aimé le début de votre présentation, là où vous évoquiez les systèmes experts et les OFP. En fait, les systèmes experts et les OFP, ils apportent aussi une certaine organisation. Donc il y a des processus qui se mettent en place, comment on facture, comment on achète, comment ceci, et avec l'industrie 4.0, on a des objets qui deviennent connectés, qui deviennent consommateurs d'infos et générateurs d'infos. Et donc ça amène de la distribution. Et donc ça amène aussi des questions sur les transformations organisationnelles, les nouveaux processus à mettre en œuvre dans des entreprises. J'aimerais bien savoir par rapport aux EFP, par rapport au système expert, quelle sera l'aide à la décision de demain, quel sera le rôle du décideur de demain, comment on va s'organiser demain. Certains disent que dans les conseils d'administration des entreprises de demain, il y aura un ordinateur qui siégera au conseil d'administration des entreprises. Alors, finalement, il s'agit de prendre des décisions et peut-être que la machine nous la donne. Bon, je ne sais pas si effectivement ça répond à la question, mais c'est vrai que l'IA va prendre de plus en plus de rôle dans les prises de décision, mais fondamentalement, je pense que ça reste une manière de l'humain, et pour moi, le facteur de succès, c'est l'humain plus l'intelligence artificielle ensemble, et non pas l'un à la place de l'autre. Et moi, j'en suis intimement convaincu, et on le voit de plus en plus avec des exemples comme ça. Il faut faire très attention aux corrélations. Est-ce que vous savez, il y a des chercheurs qui travaillent les corrélations. Je n'ai pas la slide là, mais la slide elle montrerait deux chiffres avec deux courbes qui sont quasiment similaires. L'une, c'est la consommation de fromage de brebis au Massachusetts, et la deuxième courbe, c'est le taux de suicide dans le Maine. Voilà, donc mettez un ordinateur là-dedans, il va vous sortir ces deux courbes, elles sont super corrélées, donc il y a un effet de conséquence entre la consommation de fromage de brebis et le taux de cancer. Alors, voilà, donc il faut faire attention aux big data et aux corrélations et à donner les clés finalement au système pour lui dire voilà, débrouille-toi et trouve-moi la réponse au problème. Il faut faire un peu attention. Oui, effectivement, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Mais moi je pense qu'en termes de décision, il y a des décisions opérationnelles. On travaille en ce moment avec des gens qui fabriquent des moules pour rectifier l'alignement des dents. Donc voilà, vous allez chez eux, vous laissez $5 000 et ils vous envoient une série de moules fabriqués pour vous. Vous captez votre dentition. Et pendant 6 mois, vous allez passer une dizaine de moules dans vos dents. Alors, ce qu'ils me disent, bon, c'est de la fabrication en laser, résine, machin, bidule, très précise. Et ils disent, voilà, il faut qu'on arbitre le nombre de variables sur lesquelles on laisse la main à l'opérateur local. Parce que voilà, tu comprends, moi, j'envoie ma série de moules. 6 mois plus tard, le moule numéro 6, il tombe. Et je voudrais comprendre si c'est parce qu'on a mal réglé la machine qui a fabriqué le moule ou si c'est parce que la résine qu'on a injectée n'était pas bonne. Donc, effectivement, il y aura une meilleure compréhension et effectivement, peut-être que des 300 paramètres qu'on laisse aujourd'hui à l'opérateur, il en restera. D'accord ? Mais moi, je suis moi, je crois beaucoup à la folie humaine pour faire avancer les choses. Quand le camarade Eiffel a décidé de construire une tour en plein milieu de Paris à la fin du XIXe siècle, ça n'était pas du tout une décision normale, prédictive, qu'un IA aurait pu générer. C'était un grain de folie et une puissance de conviction, et aussi pour comment dirais-je, réaliser le challenge technique, mais aussi le challenge économique.
Et jusqu'à après la construction, tout le monde ne prenait pour un fou. Ça n'est que très récemment que la Tour Eiffel est devenue le symbole de Paris. Donc je pense que c'est là où les managers de demain devront aller, c'est avoir des idées ambitieuses qui ne sont pas naturelles. Les gens vont les prendre pour des fous et ils vont se révéler avoir raison. Question ici. Bonjour. Alors ma question s'adresse plutôt à M. Blanchet et je reviens à la partie un peu économique. J'entends l'éclairage que vous avez apporté sur la valeur ajoutée de l'industrie 4.0, sur le rocher en premier lieu et sur la localisation des industries. Mais si on voit un autre indicateur financier qui est aussi assez important, qui est l'EBITDA. Et dans l'EBITDA, on peut le voir sur la variante, la dimension prix, la dimension coût. Est-ce que j'ai bien compris que ce n'est pas le vrai enjeu de l'industrie 4.0, qu'avec l'industrie 3.0, on considère que l'EBITDA est déjà une activité? Alors, c'est vrai qu'effectivement, ce que je t'expliquais, c'est qu'effectivement, l'industrie, dans le mécanisme de stratégie industrielle de l'industrie 3.0, c'était l'idée de réduire le coût de production. Donc, un directeur industriel de l'industrie 3.0, on connaît beaucoup, son objectif, c'est d'abord réduire le coût de revient. Et c'est son obsession. Et dans le coût de revient, alors, il y a les coûts, il y a aussi les dépréciations. Et donc, acheter une machine de plus qui va être répartie, parce qu'à l'amortisseur sur 10 ans, ça a un impact assez faible. Si on a acheté une machine de plus qui finalement ne sert à rien, ça a un impact assez faible. C'est un impact très faible d'ailleurs par rapport à la perte de chiffre d'affaires si je ne mets pas la machine en plus pour produire. Donc en fait, le modèle 3.0 est un modèle incitatif pour avoir tout de suite du chiffre d'affaires, des volumes et de la marge à investir pour avoir tout de suite les équipements, les machines pour fabriquer. Parce que faire du non-chiffre d'affaires pendant une certaine période coûte beaucoup plus coûteux que le prix d'un achat, d'un investissement lui-même est réparti sur 10 ans. Vous comprenez? C'est cette logique-là qui pousse en fait à l'investissement. Dans le modèle 4.0, là, on est sur une logique différente. On est sur se dire, on va avoir un actif qui a la propriété d'être super flexible. Et donc, de ce fait, il va pouvoir produire différents types de répondre à mes besoins. Et donc, du coup, on va le saturer, quel que soit le type de produit. On va plus avoir le TRS à 50%, comme je t'expliquais tout à l'heure. On va peut-être avoir un TRS à 90% de notre équipement. Il va tourner à plein. Prenez une imprimante 3D. Quel que soit le produit qu'elle fabrique, elle peut tourner tous les jours. Elle est pas liée au changement. Et donc, c'est ça qui va permettre de réduire le capital engagé, donc dans le ROCE, la BFT, la CAP. Alors après, ça a un effet sur l'EBIT, parce que ça réduit la dépréciation, bien évidemment. Et l'EBITDA, lui, par contre, peut alors les coûts, après, évidemment, il y a une certaine aussi, on va remplacer des hommes par des AGV, on va remplacer des hommes par des cobots, etc. Donc il y a aussi une optimisation des coûts liés à ça, bien évidemment. Mais c'est essentiellement pour pouvoir être plus agile et capter des produits et augmenter le prix, en fait, parce qu'on va proposer un produit plus rapidement, plus adapté aux clients et plus customisé. C'est comme ça, en fait, que je vois le nouveau mécanisme. C'est juste un message pour dire de ne pas se méprendre sur la logique économique par rapport à ça. On va prendre 3 questions. C'est bon. 4, 5. Vous n'avez pas mangé alors. On va rester ici, on continue l'après-midi. Allez, c'est On mange de la connaissance ici. Je vous remercie pour la qualité de cette présentation. D'ailleurs, je découvre avec vous l'industrie 4.0. Et je me pose des questions un peu de comparaison entre les deux versions 3.0 et la 4.0. J'ai 2 questions, une question d'ordre technique et une autre question d'ordre philosophique. Je me permets de vous poser par la suite. Alors, ma première question, c'est maintenant qu'on est habitué à la 3.0, on sait que parmi les facteurs clés de performance de l'entreprise 3.0, c'est peut-être l'économie d'échelle, c'est les stocks zéro, c'est la maîtrise des pertes, la maîtrise des coûts et tout ça. Maintenant, en découvrant les 4.0, quel est le facteur clé en comparant à l'économie d'échelle, à tous ces éléments qui étaient des facteurs clés de succès pour la 3.0? Quels sont les facteurs clés de succès qui vont faire qu'une entreprise 4.0 va réussir beaucoup plus rapidement ou mieux
une autre entreprise aussi classée 4.0? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est un peu d'ordre philosophique. Avant, on parlait de déterminisme et de non-déterminisme. Et on disait que c'est plutôt déterministe mais indéterminable, vu qu'on ne peut pas collecter toutes les données possibles. On peut parler de la météo, on peut prédire la météo, mais on ne peut pas être tellement sûr parce qu'on ne peut pas être tellement plutôt collecter toutes les données en même temps pour pouvoir prédire l'avenir. Maintenant, alors qu'on apprend que le stockage des données ce n'est plus une problématique, on peut prendre toutes les données, on peut récupérer toutes les données. Est-ce que le déterminisme devient déterminable? Donc, deux questions sur les leviers de déterminisme déterminable. On va prendre les trois questions, les quatre dans la volée, comme ça on fait une réponse globale. Bonjour, moi j'aurais une question s'il vous plaît. En fait, j'aurais une question sur, vous avez dit la partie ce matin d'un virus qu'on est, tout ça, parce qu'on aura énormément d'activités qui sont développées, c'est des milliards, je voudrais bien savoir où on est dans la sécurisation des connexions, parce que c'est l'Internet des objets électroniques, et un objet ou une personne malveillante pourrait passer un virus quelque part, et voilà. Vous avez parlé un peu de la malveillance commerciale, en cas de désinformation pour attaquer le business, mais comment on fait pour sécuriser le système et la production serait à ce moment-là complètement... D'accord. Voilà. Ok. Il y avait une autre question au-dessus. Bonjour. Moi j'ai une question pour ces architectes. En fait, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, l'historique du système d'information, les ERP, les business intelligence, etc. Et moi, ça me rappelle, ça fait 20 ans, c'est exactement la même chose quand on parlait d'intelligence et on vendait ça aux entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode? Est-ce que ce n'est pas un effet de marketing? Est-ce qu'on ne passe pas à côté aujourd'hui de la gouvernance de l'information, par exemple, qui sont des projets importants, des process? Et c'est ça de quoi... Est-ce que ça, ce n'est pas des prérequis importants avant de commencer ce genre de projet? Merci. Bonjour, donc Nadia Gérardin, Société Maghreb Style. Le développement du digital au sein de notre société dépend aussi beaucoup du développement du digital auprès des acteurs avec lesquels on travaille. C'est pour ça que j'entendais ce que vous disiez concernant le développement du digital, par exemple dans les PME. Voilà. J'aimerais avoir un peu votre retour sur qu'est-ce qui ferait les clés du succès de l'industrie 4.0, mais au niveau national, au niveau du Maroc. Vous nous avez donné des exemples de grands pays en voie de développement, qui sont déjà développés, ou l'exemple de la Chine. Enfin, tout ça, c'est des pays qui sont déjà très industrialisés. Est-ce que vous auriez un retour à nous faire concernant les succès de l'industrie 4.0 au niveau national? C'est bon, là on a... Oui, c'est bon, t'arrêtes. Ouais, c'est vrai. Alors, il y avait un élément. Oui, c'est une question de simplifier pour Geodata. Oui, j'enseigne mes étudiants la différence entre une data, une information, une connaissance. Et aujourd'hui, il y a des réflexions vraiment sur l'environnement de la data, la qualité de la data, mais en amont, c'est-à-dire quelle est la data pertinente, bon, voilà, et comment je vais la coupler entre une data qui est par exemple une température, et puis un arrêt machine, oui, non, l'hétérogénéité, etc. Et tu as très peu parlé de ce côté qualité de départ de la data. Ok, alors, ceux qui n'ont pas bien mémorisé les questions, la première c'était sur la rapidité, quels sont les facteurs qui permettent d'aller vite dans ces processus de mise en œuvre du 4.0. Est-ce que... Pardon, déjà, je voulais juste d'assister à mon professeur qui me corrige en direct. Peut-être tu n'as pas parlé de la data. Donc, pardon, la question c'était... Ouais, pardon, ça alors. Donc là, c'était la qualité, l'importance de la qualité des données, comment on le traite. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'armée de data scientists qui arrive sur le marché, qui joue sur le marché, qui se paye très cher, quand on regarde vraiment ce qu'ils font de leur temps, c'est surtout de la data prep, la data préparation.
Et effectivement, d'essayer, dans la main de données qu'on a, de déterminer celles qui sont porteuses de signal, encore une fois, de celles qui sont du bruit de fond. Et aujourd'hui, on a eu d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin des années 90, 2005, on avait une fièvre du clickstream. Hein, vous vous rappelez, quand le web a démarré, tout le monde captait les données de clic et on avait promis effectivement qu'on allait deviner l'âge du capitaine à partir de la vitesse à laquelle il cliquait. Donc il y a effectivement cette fièvre aujourd'hui qui risque de s'installer dans le captage de la data 4.0. Mais je pense que c'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire l'économie de collecter, d'analyser et de juger de la qualité de ce qu'on a collecté, quitte à ne pas collecter. Après, pour revenir aux ERP, hein, il y a aussi un truc dont on ne parle pas beaucoup dans les journaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont enlevé les systèmes de ERP après les avoir déployés. Il y a eu des gens qui ont été poursuivre SAP en justice parce qu'il leur avait probablement énervé et que ça ne marchait pas. Donc je pense que c'est vraiment une itération pour arriver à avoir un jeu et là je vais faire une connexion avec la question philosophique. Hein, avec, est-ce qu'on a effectivement un espace d'observation et d'apprentissage qui nous permet de livrer la promesse du déterminisme. D'accord, hein? Effectivement, Poincaré avait dit les mêmes effets, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. C'est ça, Einstein a dit les effets ont la symétrie des causes. Donc, des fois, effectivement, on va juste regarder des attributs qui nous permettent de reproduire certaines causes. Donc, si je reviens à mon exemple du rouge à lèvres, on va dire, ok, la conductance thermique du rouge du silicone va nous permettre de baisser la variance sur le taux de recul. Mais on s'aperçoit aussi que ça ne suffit pas. Donc là, typiquement, une fois qu'on a capté tout ce qu'on s'est capté, la prochaine étape, c'est de fabriquer des modèles, et là, ça rejoint un peu les objectifs de l'école ici, de la chaire, c'est-à-dire des modèles théoriques qui vont modéliser la mécanique, le comportement et extraire davantage de déterminisme des observations qu'on peut avoir. Monsieur Rago, et puis je vous conseille de suivre le cours de philosophie des sciences de notre directeur des programmes Philippe Dufour, qui vous convaincra qu'il y a des limites de déterminisme. Voilà, très intéressant. Moi je propose de prendre deux questions là, sur les facteurs. Alors, avant, les facteurs de succès de la rapidité de mise en œuvre des sélections-là, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive et que ça ne prend pas des siècles? Et puis, quels sont les facteurs de succès pour le Maroc, effectivement? Premièrement, je dirais que pour le Maroc, vous êtes en phase de développement, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Vous n'êtes pas mis avec un legacy très important. Comme l'Allemagne, il y a, comme je disais tout à l'heure, 6 millions d'emplois qui travaillent déjà dans les zones qu'aujourd'hui en Allemagne. Donc là, il y a la possibilité d'aller tout de suite vers le 4.0 sans passer par le 3.0 ou le 2.0 et de construire tout de suite des nouveaux actifs qui vont faire ça. Et franchement, je pense sincèrement, et comme je le dis souvent, moi d'ailleurs, la vraie usine 4.0, je ne l'ai pas encore trouvée, et puis on me la demande, je ne l'ai pas encore vraiment trouvée en Europe, dans les grands groupes. Il y a des choses, mais ce n'est pas encore vraiment ce que moi j'imaginerais. Je suis même persuadé que la vraie usine 4.0, elle ne sera pas en Europe de l'Ouest, etc. Elle sera plutôt dans un pays émergent, comme au Maroc ou en Chine. Donc, je pense qu'on peut aller directement vers ces nouvelles solutions. Deuxièmement, ce n'est pas des solutions très chères en termes d'investissement. Vous voyez, c'est des software, etc. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est important. Et ensuite, troisièmement, effectivement, il faut, par exemple, pour un pays comme le Maroc, se dire, mais c'est quoi mes facteurs clés de succès? Qu'est-ce que je veux promouvoir pour être compétitif? Par exemple, la proximité avec l'Europe fait que vous pouvez avoir un modèle à la fois très compétitif en termes de coût, bien évidemment, mais en même temps, pour être très très flexible. Et j'ai vu ça, il y a beaucoup d'industriels en Europe qui ont besoin d'avoir des fournisseurs, par exemple, qui peuvent changer rapidement de commande, etc. Donc la proximité peut permettre d'avoir développer des modèles flexibles. Dans un pays comme le Maroc, la proximité de l'Europe peut être un facteur très important. Qui dit flexible dit mettre en place justement tous ces types de solutions pour garder cette compétitivité-là.
Donc voilà un peu pour les grandes caractéristiques. Alors ensuite, pour répondre à sur on l'a vu dans les grands pays mettre en place des plateformes, pour se mobiliser, etc. Il n'y a pas d'industrie forte sans une puissance publique qui aide cette industrie forte. C'est vrai dans tous les pays industriels. L'Allemagne, évidemment, la puissance publique est très forte derrière. La France, bon, elle a été un peu moins, et du coup, on a désindustrialisé le pays. Les États-Unis, c'est plutôt la DARPA, c'est plus que l'État d'ailleurs qui soutient l'industrie. La Chine, n'en parle pas, et la Corée, évidemment, c'est encore pire. Donc, quelque part, il y a aussi la puissance publique a un rôle à jouer dans la transformation de l'industrie du pays, et un rôle très important. En fixant des règles, en aidant les entreprises PME à faire cette transformation, ça peut être sous la forme d'audit, ça peut être sous la forme de mesures incitatives, par exemple d'amortissement raccourci en France, ça peut être de la vaccination, ça peut être de la formation, ça peut être aussi de la culturation digitale, et ça peut être aussi de fédérer les acteurs pour développer ces nouvelles offres et développer une offre. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu à faire pour mettre en place une plateforme qui peut être un peu similaire avec une formation au niveau national pour transformer, effectivement, faire passer le Maroc directement en 4.0. Il n'y a pas de barrière, il ne faut pas passer par le 3.0, on peut aller directement, je pense, vers ces nouvelles solutions, et c'est là qu'on a, pour mon sens, qui est la plus importante. D'ailleurs, ça me fait penser une chose, il y a des élèves chinois des centres africains qui sont venus ici. Il y a une activité interculturelle où chaque pays parlait de ses singularités. Et il y a un groupe d'élèves chinois qui a dit on voit une énorme différence entre la Chine et l'Afrique. Parce que tout à l'heure, elle a présenté des chiffres. Les chiffres qui disent que l'Afrique doit passer de 1,2 milliard d'habitants à 2 milliards d'ici 30 ans. C'est un peu ce qui s'est passé en Chine. Et il y a une énorme différence. C'est que la Chine, vous avez quoi, 80% d'homosexualité culturelle. Et ces élèves chinois ont dit oui, d'accord, les chiffres c'est bien, mais au niveau de diversité culturelle, c'est juste rien à voir. Dans les pays africains, on se retrouve avec une multitude de cultures qui pensent différemment. Et donc là, il y a un enjeu de bon sens, il y a un enjeu très spécifique de développement du continent par rapport à tout ce qu'on vient de dire, au niveau flexibilité. Donc il y a probablement une façon de penser le développement qui va naître en Afrique et qui n'a pas été nécessaire sur le marché américain, par exemple, ou le marché chinois. Voilà, je pense qu'effectivement, dans les pays comme l'Afrique, il ne faut pas refaire les modèles que nous, on a mis en place. Ce sont des modèles à capitaux élevés. On le voit aujourd'hui. On ne va pas, par exemple, le système bancaire en Afrique, on passe directement au mobile. On ne va pas mettre des agences bancaires comme il y en a dans les pays en France, en Allemagne, partout. Ça se fait en ligne, et donc on va économiser du capital engagé. On va passer par les MOOC, d'éducation, et pas forcément d'avoir des modèles avec l'école dans un village avec plein de profs d'élèves. D'avoir, voilà. Et donc, du coup, il faut passer directement à cette solution d'actifs plus light, en fait, plus léger pour. Je voudrais juste, c'est plus comme ça. Des fois je lis la presse, des fois je m'en souviens. Et là je m'en souviens. Hier, en venant, j'ai lu dans les Échos du mardi 16 octobre quelque chose qui sort du cercle des Échos. Et le titre, c'est « Quel rôle pour les régions dans l'industrie du futur en France ?» Et pourquoi je partage avec vous? Parce que c'est un propos de Bernard Charles, qui est le patron de Dassault-Systèmes, et puis de Jean-Dominique Sénard, qui est le patron de chez Michelin. Et voilà ce qu'ils nous disent avec 3 points. D'abord, transformation. Ils nous disent l'industrie du futur reste relativement méconnue. Elle représente pourtant un puissant levier de productivité. Son adoption est désormais vitale, alors que les principaux concurrents, blablabla, etc. Donc, ça paraît stratégique pour le pays. Premier point. Deuxième point, l'initiative. Si plusieurs initiatives récentes vont dans le bon sens, la dynamique de déploiement de l'industrie du futur en France reste trop lente, faute de coordination, de mobilisation massive, etc. Notamment pour les PME et les ETI. Seuls 13% de leurs dirigeants considèrent aujourd'hui la transformation digitale comme une priorité stratégique. Voilà. Et accélération. Pour répondre aux enjeux de ces dirigeants, nous préconisons l'ouverture de centres d'accélération de l'industrie du futur sur l'ensemble du territoire. Industriels et présidents de région, nous souhaitons nous engager dès aujourd'hui en coordination, etc., avec les entreprises privées, afin de développer 15 à 20 centres en 3 ans qui mailleront filières industrielles et territoires. Ces centres auraient 3 objectifs: innover, former, accompagner les PME et les ETI.
Donc, un, vous n'êtes pas en retard, et deux, bon, c'est pas témoignage simplement sur ce qui pourrait se passer en France. C'est des mesures très récentes qui sont en place par l'Alliance pour l'industrie du futur. Vous voyez qu'il y a, même en France, un énorme chemin. Alors, il nous restait deux questions. Est-ce que par rapport aux grands enjeux des entreprises, l'industrie 4.0, c'est un effet de mode? Et puis, vraiment un sujet extrêmement important, la sécurisation des connexions. Alors, je vais juste rajouter une petite contribution à la conversation qui vient d'avoir lieu. Je pense que pour avoir connu le Maroc où je suis né, la France où j'ai été éduqué, et puis les États-Unis où j'ai passé du temps, il y a une spécificité française qui a un défaut de qualité, je ne sais pas, c'est le colbertisme. Donc, où l'État drive, est aux commandes. C'est une question pour laquelle il faut avoir une conversation plus longue, mais je pense qu'il y a deux choses qui ont été dites avant. Outre le contrôle effectif, je pensais effectivement à l'aspect incitatif, comme tu l'as dit, mais aussi l'aspect normatif, c'est-à-dire que l'État, voilà comment on va faire les choses sur le territoire. Et émettre des normes, soit certifiantes, soit carrément réglementaires, pour faciliter, fluidifier les interactions entre les sous-traitants et les domaines. Sinon, je vais répondre à la question que vous m'avez posée sur l'effet de mode de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, quand j'ai répertorié un petit peu les différentes étapes historiques, j'ai pris sur moi effectivement de faire une description un peu sur le cours de l'hôpital, mais je suis d'accord que, même si je ne marche pas dans la soupe, je représente une industrie qui fonctionne beaucoup à l'essai. Mais ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est que la nouvelle donne de la 4.0, c'est-à-dire encore une fois de capter une information fiable, ça nous ouvre des nouvelles possibilités. Et typiquement, ça fait baisser, je pense, quand vous avez une exigence de structure de gouvernance et de contrôle et de régulation lourde, on est obligé de mettre aujourd'hui dans un état où la démence bancaire. Mais effectivement, il y a l'effet de mode. Je pense, je prends le pari que dans 5-10 ans, l'IA ne sera pas un point à la mode, ce sera un outil comme les autres. On va rentrer dans la roue. Je pense même quand il aura un nouveau, on appellera l'IA, ce sera une modélisation technique. Et on passera au nouveau. Mais effectivement, même si, encore une fois, les gens que je représente agissent beaucoup sur le niveau des modes, dans la crise, il y a des choses qui vont vraiment se concrétiser par la nouvelle donne de la 4.0 qui sont fantastiques. 10 secondes sur la sécurité. Ah oui, sur la sécurité. Alors, la sécurité, c'est un phénomène intéressant. Pourquoi? Parce que quand Internet est né, quand par exemple le protocole de l'email a été formalisé, vous n'avez aucune considération de sécurité dedans. Aujourd'hui, les phénomènes de phishing, de spam, pourquoi? Parce que je peux envoyer un email en faisant passer pour vous, personne ne dira plus du feu. Donc ça, c'est effectivement des protocoles qui ont été développés à une époque où on ne se soucie pas beaucoup de sécurité. Malheureusement, dans l'industrie aujourd'hui, les couches réseau et les protocoles retenus initialement ne sont pas très sécurisés. Ça nous a valu une histoire très intéressante, c'est des virus souterrains, sécurisés à rien, choses comme ça. Mais les nouvelles architectures, notamment cloud, puisqu'on met les données sur un cloud public, elles obligent à un nouveau paradigme de sécurité. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, grosso modo, quand vous êtes une entreprise pour sécuriser votre système d'information, vous reproduisez le modèle qu'on appelle des châteaux forts et douves. Vous construisez un mur à couche qui s'absorbe votre système d'information et vous mettez de l'eau pour qu'on soit encore moins incité à franchir et vous proposez pour les gens qui mettent le filet. Dans les nouvelles architectures basées sur ce qu'on appelle les microservices, chaque composant est sécurisé. Il est sécurisé avec des échanges de certificats très performants. Et aussi le paradigme est différent. Je ne parle à un autre composant que si je le connais, que
si je suis en pleine confiance avec lui. Et là, on bénéficie effectivement de la maturation de la sécurité sur Internet de façon générale. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de me prouver qu'un système informatique interne d'une entreprise est plus fiable que Amazon. Amazon a des gestions de certificats de sécurité dans les chips et dans le hardware, ce que vous n'avez pas aujourd'hui sur le système. Ok, pour terminer, Max propose de répondre à une question qui n'a pas été posée. D'ailleurs, vous savez quoi, c'est une bonne nouvelle, peut-être, c'est la question de la destruction de l'emploi associée à l'industrie 4.0. Alors peut-être parce qu'au Maroc, on se pose pas de questions, parce qu'on est un pays émergent, croissance, dynamique, etc. En revanche, cette question, je l'ai à chaque fois dans les pays d'Europe. Et effectivement, souvent, les gens, les experts, les journalistes, surtout les médias d'ailleurs, voient surtout l'aspect destructif. Ils ne voient peu l'aspect en fait de reconstruction de compétences. Et je pense que effectivement, on ne le voit pas parce qu'on est habitué au modèle de la 3.0. Et le modèle 3.0, c'était simple. On fait de la productivité industrielle, on baisse le coût des produits, ça enrichit le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat permet de développer des services, et les services se sont développés. C'est ce qu'on sait. Toutes les courbes d'industrialisation des grands pays ont été comme ça. La France, l'Allemagne est passée par 30-40% de taux d'industrialisation, puis après ça a baissé pour développer les services. Et en fait, là, la différence, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'industrie 4.0 en fait, permet d'économiser du capital engagé. Si on applique l'industrie 4.0 à l'Europe, par exemple, de l'Ouest, eh bien, si on applique à 50% l'industrie 4.0, on fera une économie de 400 millions de capital engagé. Et donc, c'est autant de capital qui n'a pas été investi pour faire ce qu'on veut faire et qui va être réinvesti dans l'économie et recréer en fait des emplois qui ont été en fait détruits par le premier. Ce qui fait au total, par les calculs, ça fait un sol qui a vraiment un processus de destruction de création. Je pense qu'après, pour un pays maintenant comme le Maroc, peut-être c'est une économie de capital engagé avec des modèles plus flexibles peut permettre de faire plus d'activité et de monter ça. Bon, je pense qu'on peut remercier nos conférenciers. Alors, avant de vous lever, les consignes pour la suite. En sortant de l'amphi, vous pourrez prendre votre petit déjeuner. Alors, on l'a prévu léger pour que cet après-midi vous soyez alerte. Voilà. Donc, ça, c'est à la sortie d'amphi. On se retrouve à 14h30. Vous avez le programme ici. Il y a deux sessions différentes avec deux parties. Donc, vous choisirez à 14h30 de vous diriger dans l'un ou l'autre des deux amphis. Et vous avez le programme ici. Ok ? Bon déjeuner, profitez bien de l'école pour aller prendre l'air. Et à tout à l'heure.